Qui ne connaît les célèbres initiales entrelacées, L et V, portées, non sans une certaine ostentation, par ceux ou plutôt celles qui se sentent appartenir à l'élite mondiale? Quelle élite en fait? Celle des Japonais qui traversent l'Europe au pas de charge? Celle des épouses des rois du pétrole des Émirats? Celle, plus hexagonale, des Neuilly-Passy-Boulogne? Histoire d'un succès. Le fondateur de la saga Vuitton, c'est Louis Vuitton, le modeste fils d'un meunier et scieur du Jura. Il ne sait ni lire ni écrire. En 1835, âgé de 14 ans, il part pour Paris et se fait embaucher comme coffretier, laitier, emballeur. Ce métier est en pleine expansion car on se déplace de plus en plus et fait emballer ses affaires dans des caisses fabriquées sur mesure. L'essor du train passionne Louis Vuitton. En traînant gare Saint-Lazare, il entend des voyageurs se plaindre du prix des transports des bagages. Il apprend alors à écrire pour noter ses idées. Dans son atelier, il devient rapidement le meilleur emballeur. L'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, ne jure plus que par le petit Vuitton. En 1854, Louis Vuitton crée sa propre entreprise et 2 ans plus tard, Monsieur Louis, comme l'appellent ses employés, présente sa première grande innovation, la malle gris Trianon. Elle est plus pratique et plus légère, mais la vraie révolution, c'est le remplacement du cuir par une toile imperméabilisée gris clair, très élégante. Un énorme succès. Il faut dire que Vuitton, en listant soigneusement tous ses clients dans un registre, est le premier à avoir une vraie stratégie marketing. Mais surtout, il obtient le droit de faire savoir qu'il est le fournisseur officiel de l'impératrice. Du coup, sa clientèle s'accroît. L'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, Noubar Pacha, Premier ministre égyptien, ou encore la reine Isabelle II d'Espagne. Dorénavant, en achetant une malle Louis Vuitton, les clients achètent un symbole de classe. C'est cela qu'a créé Louis Vuitton, l'industrie du luxe. Dès 1857, la malle Trianon est copiée. Qu'à cela ne tienne, Vuitton comprend que la contrefaçon témoigne de sa notoriété et qu'il suffit d'innover sans cesse pour devancer ses concurrents. Serrures inviolables, rangements astucieux et nouvelles toiles. Avant de céder son entreprise à son fils Georges et aux 5 générations de Vuitton qui s'en suivront, Louis Vuitton réalise un inventaire de tous les modèles qu'il a créés. Véritable testament, ce document est sa signature. Il met son nom sur chaque page et, quand il n'a pas assez de place, il met ses initiales. C'est ce LV qui, entouré de motifs floraux stylisés, identifiera désormais la marque de luxe et accompagnera un succès mondial. Bon, quand il s'agit de pérenniser son entreprise, la famille Vuitton n'est pas trop regardante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, leur boutique à Vichy n'hésite pas à produire des objets à la gloire de Pétain, notamment une série de bustes. Bizarrement, on en trouve peu de traces dans les registres de commerce. Une chose est sûre, au lendemain de la guerre, les arrière-petits-fils de Louis Vuitton sont profondément divisés. Collaborateurs pour certains, combattants aux côtés de la France libre pour les autres. Des divisions familiales qui complexifieront la direction de l'entreprise, mais n'empêcheront pas son essor international. Aujourd'hui, Vuitton appartient au groupe LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, dirigé par Bernard Arnault. C'est le premier groupe de luxe au monde avec quelques 15 milliards de chiffre d'affaires, 59 000 employés et 60 marques. La plus rentable, la marque Louis Vuitton, dont le secret est basé sur 3 principes. Ne rien vendre en dehors d'un magasin Vuitton, ne pas faire de soldes et s'installer dans au moins un pays par an. Et miser sur l'innovation en travaillant par exemple avec un styliste provocateur qui n'hésite pas à bousculer les traditions, Marc Jacobs. L'une de ses facéties, le fameux cabas de Barbès, promu objet de luxe, celui avec lequel Alice Diop s'est trouvée nez à nez il y a quelque temps.